Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Rivarol. Avant de commencer, vous l'avez peut-être remarqué, mes deux dernières capsules n'ont pas tenu 2 heures. La censure de YouTube bat son plein. L'équipe de YouTube France, j'espère que vous m'écoutez. Lorsque nous aurons récupéré le pays, nous nous souviendrons de vous. Aujourd'hui, je vais vous lire un entretien que les auteurs du livre Le virus et le président, que vous pouvez trouver aux éditions IS Éditions, ont bien voulu accorder à Monica Bergebock. Cet entretien est issu du Rivarol du 31 mars 2021, numéro 3465, pages 8 et 9, et s'intitule « Jean-Louis Zambert et Claude Janvier, Macronavirus, se planquent derrière le coronavirus ». Dans Le virus et le président, le journaliste d'investigation Jean-Louis Zambert et l'écrivain polémiste Claude Janvier nous plongent dans une vraie enquête journalistique. Les auteurs éclairent les zones d'ombre de l'une des plus grandes tromperies contemporaines organisées par un pouvoir politique. Le gouvernement Macron saborde volontairement notre pays, main dans la main avec les dirigeants de l'Union européenne et les grands propriétaires privés de la finance et de l'économie. Un document indispensable pour comprendre la nature réelle de la crise ainsi que les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rivarol. Votre livre est un réquisitoire contre les vraies raisons de la crise sanitaire que nous traversons. Vous mettez clairement en accusation les politiques économiques dictées par l'ultralibéralisme et la Commission européenne. Quels sont leurs rôles dans le drame que nous vivons ? Jean-Louis Zambert. La crise sanitaire s'est aggravée non en raison de la virulence du SARS-CoV-2, qui n'est pas d'une grande intensité, mais du fait que depuis des décennies, les dirigeants français ont démantelé le système de santé publique en appliquant à la France les ordonnances de l'Union dite européenne. Celui-ci, dont les services d'urgence étaient déjà complètement saturés par la simple grippe saisonnière, n'a pu faire face à cette petite pandémie. L'analyse sur plusieurs mois du discours du président Macron, de membres du gouvernement et de politiciens liés au pouvoir, met en évidence 3 dominantes. Le danger que présente le virus est exagéré. Ils rendent sa maladie Covid-19 responsable des difficultés économiques actuelles et ils la rendent également responsable du manque criant de moyens humains et financiers du secteur santé. Ils oublient juste de dire que, pour l'essentiel, ces difficultés résultent de leur politique économique et sociale, qui n'est que la continuité de celle de leurs prédécesseurs. À la suite de ces derniers, le budget de la santé figure toujours parmi les derniers budgets de l'État. Cette politique de déclin est surtout marquée par l'enrichissement de dirigeants et gros actionnaires des sociétés transnationales à un pôle de la société et par l'augmentation des difficultés pour le plus grand nombre à l'autre pôle et par la violence et la guerre. Cette politique du gouvernement s'inscrit dans le cadre des décisions prises par une partie des dirigeants de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la santé, de la destruction de l'économie nationale, au profit de grandes sociétés transnationales ou des guerres menées avec l'OTAN. Claude Janvier d'ajouter. Des scientifiques de plusieurs pays ont alerté en 2015 la Commission européenne sur les possibilités d'une nouvelle pandémie avec des coronavirus. Résultat, aucun impact. Rien. Ou plutôt si, sans tenir compte de ces alertes, début octobre 2020, la Commission européenne a signé un important contrat cadre avec la société états-unienne Gilead Sciences d'un montant d'1 milliard d'euros afin que les pays membres puissent se procurer le remdesivir. Or, déjà à ce moment, plusieurs études mettaient en garde sur les effets secondaires de ce médicament. Gilead Sciences était alors elle-même informée de la publication à venir de nouveaux résultats de tests très défavorables à leurs molécules. Ces nouveaux résultats de tests ont du reste amené l'Organisation mondiale de la santé
a recommandé à la fin du mois de novembre 2020 de ne pas administrer le remdesivir aux malades du Covid-19 hospitalisés. Rivarol. Vous révélez comment l'État aide la grande finance à piller le système de santé depuis une trentaine d'années. Comment expliquer cette collusion entre politiques et banquiers? Jean-Louis Zambert. En pleine crise sanitaire, le montant total de la richesse contrôlée par les milliardaires états-uniens a augmenté de plus de 565 milliards de dollars en 11 semaines, entre le mois de mars et le début du mois de juin 2020. La valeur combinée de leur fortune atteint désormais 3 229 milliards de dollars, indiquait alors la journaliste économique Christine Toussaint, dont la revue économique états-unienne Fast Company. Dans le même temps, 22 millions d'Américains s'inscrivaient au chômage. Leurs homologues français se disent écrasés de charges, en oubliant de dire qu'ils sont surtout l'une des plus lourdes charges dans le budget de l'État, mais aussi dans celui des entreprises qu'ils dirigent. Pour les 120 plus grandes entreprises françaises cotées, le SBF 120, la rémunération moyenne de leurs patrons a progressé de 2% en 2019, avec une moyenne de 3,7 millions d'euros, soit le troisième niveau le plus élevé historiquement. Nous consacrons 4 des 8 chapitres du livre à la démonstration de cette monumentale tromperie du pouvoir politique au profit de ceux que nous appelons les écrasés. C'est là le cœur de notre démonstration. Comment le pouvoir politique utilise la crise sanitaire pour dissimuler les conséquences de la crise économique et financière dont il est responsable. Absolument rien ne justifie que des sociétés transnationales, comme celle de l'indice boursier CAC 40, qui réalisent les plus importants chiffres d'affaires, reçoivent chaque année plus ou moins 200 milliards d'euros sous forme de subventions, d'exonération fiscale, paient le moins d'impôts en regard de leur chiffre d'affaires, exportent dans des structures offshore une partie des bénéfices des entreprises, pratiquent l'évitement fiscal et perçoivent encore des milliards d'euros supplémentaires pour supprimer de nouveaux emplois. Le président Macron est le candidat choisi de ces accapareurs. Là est la collusion. Tout comme ils l'ont fait pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, ceux-ci lui ont bordé sa route jusqu'à l'Élysée afin qu'ils défendent leur système de gestion économique et leurs privilèges, et il leur est aujourd'hui redevable. Claude Janvier. Comme nous en faisons la démonstration, le pouvoir finance surtout avec des milliards d'euros de fonds publics annuels les charrettes de licenciement des sociétés du CAC 40. Mais contrairement à ce que tente de faire croire le pouvoir en attribuant la faillite économique et financière au Covid-19, les grands propriétaires privés de la finance et de l'économie, bien avant cette crise, bénéficiaient déjà de cette manne étatique tout en délocalisant des productions, fermant des entreprises rentables, mais n'oubliant surtout pas d'exporter une grande partie de leurs bénéfices et de leurs fortunes dans des places offshore. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pas de création d'emplois en France, mais en revanche, une augmentation vertigineuse de chômeurs faisant la queue devant Pôle emploi. Merci les grands patrons. Le secteur industriel ne représentait plus que moins de 11% de l'activité économique de la France, bien avant la pandémie du SRAS-CoV-2. Ce n'est donc pas le Covid-19 qui est responsable de la crise économique et financière, mais bien la politique atlantiste menée depuis des décennies. Rivarol. Qui sont les profiteurs pandémiques les plus importants? Claude Janvier. Les entreprises du CAC 40, les laboratoires pharmaceutiques, les banquiers, les fonctionnaires zélés des ARS, les agences régionales de Santé publique France, 695 employés, 800 millions d'euros de dotation exceptionnelle en 2020, du conseil scientifique, 32 membres, dont seulement 3 médecins, et les médias mainstream suralimentés de subventions pour semer le chaos. Car depuis le début de l'année 2020, ils n'arrêtent pas de diffuser les annonces gouvernementales et des administrations de santé sans les vérifier, puisqu'émises par des sources officielles, donc a priori crédibles, laissant les lecteurs seuls, démunis et défaitistes,
avec le sentiment d'avoir été trompés par le pouvoir et ses représentants. En revanche, ceux qui en ont fait les frais sont les professionnels de la santé et, d'une manière générale, les salariés des entreprises, les transporteurs, commerçants, artisans, hôteliers-restaurateurs, patrons de boîtes de nuit, autocaristes, TPE et PME-PMI, les professions du spectacle et de l'événementiel, les salles de sport, bref, tous les entrepreneurs et indépendants qui, grâce à leur travail et à leur dur labeur, font vivre leur famille et donnent de la convivialité à notre nation et qui malheureusement sont en train de disparaître. Rivarol. Vous donnez dans votre enquête des éléments sur la finance de l'ombre qui prospère dans les marges du système bancaire international. Comme ces affairistes gagnent-ils de l'argent à l'occasion de l'effondrement de l'économie réelle? Jean-Louis Zambert. Ce n'est pas la crise sanitaire, mais plutôt des mesures gouvernementales injustifiées et parfois ridicules qui mettent l'activité des TPE et PME en péril. En revanche, pour les grandes sociétés qui profitent de la crise sanitaire pour accélérer leur plan de suppression d'emplois, ça va plutôt mieux. Un rapport peu médiatisé de Janus Henderson Investors, JHI, société spécialisée dans la gestion d'actifs mondiaux basée à Londres, révèle que les investisseurs sur le revenu ont, en 2019, perçu 694 milliards de dollars de dividendes de plus qu'il y a 10 ans. Les sociétés ont également, à travers le monde, versé à leurs actionnaires le montant impressionnant de 11 400 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Les analystes de JHI ont observé en avril 2020 qu'un certain nombre de sociétés ont suspendu le paiement de leurs dividendes alors qu'elles avaient des bilans solides et suffisamment de liquidités pour les payer. Ce n'est donc pas qu'elles ne peuvent pas payer les dividendes aux actionnaires, mais qu'ils doivent faire profil bas pour obtenir encore plus de prêts garantis par l'État ou de programmes de rémunération des salariés. Cette bourgeoisie d'affaires qui ne cesse de geindre qu'il y aurait trop d'État est en réalité celle qui se sert le plus dans ses caisses pour servir ses intérêts privés. Ils sont à la recherche du profit maximum immédiat et ont transformé les pays où leurs sociétés transnationales sont en situation de quasi-monopole en monde sans loi. Pour reprendre l'expression du juge Jean de Maillard, magistrat spécialisé sur les nouvelles formes de criminalité et auteur, parmi de nombreux autres, d'un ouvrage publié sous ce titre aux éditions Stock. Rivarol. Pour vous, le macronavirus se planque derrière le coronavirus. La politique économique et sociale d'Emmanuel Macron est-elle pour vous plus dangereuse que le virus? Jean-Louis Zambert. C'est évident. Le macronavirus, expression par laquelle nous désignons le caractère néfaste et dangereux de la politique du pouvoir pour l'intérêt général des Français, sévissait bien avant l'apparition du SRAS-CoV-2. Les privatisations, le démantèlement du Code du travail, la diminution des impôts pour les grandes sociétés et les grandes fortunes, la multiplication de la hausse des taxes, l'aggravation du chômage et de l'endettement du pays, la désindustrialisation, la répression brutale du mouvement social étaient déjà des caractéristiques de la politique conseillée par Macron, alors qu'il était secrétaire général adjoint du cabinet du président Hollande, puis ministre de l'économie et de l'industrie du gouvernement Valls. Ainsi que nous le passons en revue, dans le courant des années 2018 et 2019, bien avant que n'apparaisse le Covid-19, Wall Street estimait qu'un crash financier paraît inévitable. D'autres organismes, comme le Haut Conseil des finances publiques, alertaient également sur cette situation économique à haut risque plusieurs mois avant la Covid-19. L'essentiel de la crise n'est pas la crise sanitaire qui n'a de réelle gravité que par la déliquescence du système de santé public français, mais bien celle économique et financière résultant de la politique du pouvoir. Claude Janvier d'ajouter. M. Macron a été élu en 2017 et a poursuivi la politique atlantiste de ses prédécesseurs en appliquant à la France la politique décidée à Bruxelles. Les conséquences sont brutales pour le pays et les Français, puisqu'aujourd'hui, ainsi que nous le montrons dans notre enquête,
ce sont plus de 15 millions de Français qui sont sans emploi, travailleurs occasionnels, sous-employés ou pauvres. N'est-ce pas un esbroufeur que ce président qui déclare aujourd'hui vouloir, je cite, « reconstruire une économie forte et souveraine » quand il s'est engagé à la détruire en soumettant la France aux ordonnances décidées à Bruxelles? N'est-ce pas un bonimenteur que ce locataire de l'Élysée qui a favorisé la destruction de la société française Alstom, fleuron de notre économie, en l'abandonnant à la tueuse d'emplois états-unienne General Electric? Avec son élection, les privatisations se poursuivent de plus belle, et le pays se noircit d'un chômage exubérant. Nous pataugeons dans un déficit et une dette publique record. La précarité et la misère endeuillent notre pays, tandis que les écrasés s'en mettent plein les fouilles. Rivarol. Le choix de l'endettement de la France est-il l'ultime trahison de Macron? En quoi l'arme de la dette pourrait-elle enchaîner notre pays pour plusieurs années? Jean-Louis Zambert. Il n'y a aucune trahison de la part du président Macron. Bien au contraire. Il reste fidèle à la politique qu'il a toujours mise en œuvre, avant même de devenir président de la République, tant par ses conseils que par les lois de privatisation de secteurs entiers de notre économie, ou de réduction du Code du travail qu'il a fait élaborer et voter. Il était déjà parmi les principaux responsables de l'aggravation du chômage et de l'endettement du pays. Jusque dans les années 1970, avant que les employés de la Rothschild et les compteurs de petits pois de l'ENA ne parviennent à s'installer à l'Élysée, la France avait un budget en équilibre. Le choix de l'endettement est celui de l'abandon de la souveraineté et de la dépendance aux puissances financières, puisque désormais une part importante du budget de l'État sert à payer les intérêts de la dette. Le recours à la dette ne résulte pas d'un consentement éclairé des citoyens, mais de leur manipulation par le grand patronat, son pouvoir et les médias qui lui appartiennent. L'endettement est le fait d'un pouvoir qui se dit démocratique, mais qui est en fait celui d'une oligarchie politique et économique très largement déliée de tout contrôle populaire. L'endettement permet notamment au pouvoir de répondre aux attentes des oligarques, tout en cachant les conséquences de sa politique sanitaire, comme de manière plus générale de sa politique économique et financière, et de réduire encore les avancées sociales que les générations passées nous ont léguées. Par exemple, le coût estimé du plan d'urgence dit de soutien à l'économie, qui est en réalité un camouflage de la destruction de l'économie résultant non pas du Covid-19, mais de la politique du pouvoir, est passé de 45 à 110 milliards d'euros. La loi de finances initiale pour 2021 prévoyait un déficit budgétaire de 93,1 milliards. Avec la première loi de finances rectificative, le déficit a été porté à 109 milliards et il atteint aujourd'hui 183,5 milliards d'euros. En réalité, il apparaît aujourd'hui encore plus clairement que le pouvoir utilise les fonds publics pour masquer les conséquences catastrophiques de sa politique et préserver les intérêts des grands propriétaires privés de la finance et de l'économie. De plus, la fabrication de cette dette leur permet également de réduire encore la démocratie économique et politique en la faisant payer au monde du travail sur le thème de l'union nationale, un peu comme si la dette était inévitable et venue du ciel. En avril dernier, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, n'a pas caché qu'il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter en travaillant un peu plus la création de croissance supplémentaire. C'est assez comique de la part du représentant d'un grand patronat dont les principaux membres parasitent l'économie en s'attribuant des milliards d'euros de dividendes, en exportant une grande partie des bénéfices des grandes entreprises, en évitant de participer au développement économique et social par l'évitement fiscal et en ne créant pas un seul emploi en France. Il ne pouvait dire plus clairement que le MEDEF souhaite profiter de la crise pour remettre en cause un certain nombre d'acquis sociaux. Mais qu'ont-ils fait d'autre durant les années noires de la Seconde Guerre mondiale?
Macron, leur représentant au pouvoir, ne disait déjà pas autre chose en mai 2017 lors de sa campagne présidentielle, en déclarant qu'il allait supprimer 120 000 emplois en 5 ans dans la fonction publique, dont le secteur de la santé. Le drame est qu'il s'est trouvé des Français pour applaudir à ce nouvel abaissement de la France. Comme a pu le dire l'historien et philosophe Alain de Benoît, la présidence de Macron est le produit des gens qui ne pensent pas. Rivarol. Vous donnez dans votre livre plusieurs éléments sur les chiffres réels des personnes mortes du Covid-19. Quel est le réel impact de l'épidémie sur la démographie française? Jean-Louis Zambert. À la fin du mois d'octobre 2020, évoquant la question du confinement, Emmanuel Macron a déclaré que si l'on ne fait rien, le coronavirus pourrait provoquer jusqu'à 400 000 morts supplémentaires en France. Cette estimation lui a été fournie par le conseil scientifique dirigé par Jean-François Delfraissy, qui, comme nous l'expliquons dans Le virus et le président, a déjà coûté très cher au pays. De tels propos entretiennent le virus de la peur, avec l'objectif d'empêcher toute contestation de la politique du pouvoir en imposant des mesures liberticides. Le secret est tel que les journalistes de LCI qui ont voulu savoir d'où provenait cette estimation se sont vus refoulés par le Comité consultatif national d'éthique. Cet organisme, qui assure le relais du conseil scientifique, leur a répondu qu'il s'agit de documents de travail adressés aux acteurs et autorités de santé, et qui ne sont pas destinés à être rendus publics. Mais pourquoi ne pas rendre publics ces documents de travail s'ils ne sont pas contestables ? L'impact de l'épidémie est loin d'être aussi important que les responsables politiques et hauts fonctionnaires de certaines administrations le prétendent. À la fin de janvier 2021, l'INSEE recensait 667 940 décès en 2020 contre 613 395 décès en 2019, soit une augmentation de 54 545 décès, toutes causes de mortalité confondues. Or, au 26 janvier 2021, Santé publique France, agence du ministère de la Santé, diffusait le chiffre de 74 106 personnes décédées du Covid-19, dont 51 868 à l'hôpital. Comment l'agence du ministère de la Santé peut-elle annoncer que 74 106 personnes sont décédées du seul Covid-19 du début de la pandémie en 2020 au début de l'année 2021, quand l'INSEE recense 54 545 décès de plus, toutes causes de mortalité confondues entre l'année 2019 et 2020. Cela représente quand même 19 561 personnes de plus que le recensement de l'INSEE, qui seraient toutes décédées pour la même période du seul Covid-19. Même si tous les Français ne mourraient pas du Covid-19, cela est mathématiquement et statistiquement impossible. C'est un exemple, mais nous en donnons d'autres dans le livre en nous référant aux statistiques et études de l'INSEE, à celles de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux observations du général Dominique Delavarde, ancien chef du bureau Situation, Renseignement, Guerre électronique de l'état-major interarmé de planification opérationnelle et d'autres sources scientifiques. Selon les professionnels de Réinfocovid, réinfocovid.fr, le taux de létalité de la maladie Covid-19 ne relève pas d'une très forte létalité dans le domaine des maladies infectieuses. Lorsqu'elle est traitée précocement, la létalité du Covid-19, c'est-à-dire le nombre de personnes décédées sur le nombre de personnes infectées, est aux alentours de 0,5%. De son côté, le taux de mortalité du virus, c'est-à-dire le nombre de décès rapportés à la population générale, était de 0,1% selon les statistiques de Santé publique France au 21 janvier 2021. À titre de comparaison, pour la saison 2018-2019, avec 8100 morts en France, la grippe saisonnière avait, selon Santé publique France, un taux de létalité compris entre 0,2 et 0,5%. Mais même après une année d'épidémie, il est trop tôt pour comparer les taux de létalité et de mortalité des deux virus. Il faudra encore plusieurs mois pour y voir plus clair, tant il est difficile, tout particulièrement en France,
d'avoir des chiffres fiables sur la réalité de la situation avec ce nouveau virus. En l'état actuel, l'impact semble équivalent à celui d'une grippe saisonnière de forte intensité, sans plus. Claude Janvier. Nous produisons une intéressante comparaison entre les statistiques de l'INSEE et les chiffres diffusés par l'Agence Santé publique France, même si, au moment de la rédaction du livre, nous ne disposions pas des données de l'INSEE sur l'ensemble de l'année 2020. Ces dernières statistiques de l'INSEE confirment ce que nous écrivions. Nous montrons comment, dès le début du Covid-19, les chiffres diffusés par le gouvernement, les administrations et la plupart des médias étaient largement surestimés. Comme l'explique dans notre enquête le général Delavarde, je cite, « Le Covid-19 tue peu, très peu, et il tue d'autant moins que la plupart des décès qui lui sont attribués sont des décès liés à l'âge et aux autres pathologies préexistantes chez les patients. Il y a donc une large part d'hystérisation de l'opinion publique liée à la couverture médiatique très excessive de cette épidémie. » Fin de citation. Rivarol. Le décompte anxiogène des morts et des personnes en réanimation chaque jour avait un but précis. L'anxiété et la peur furent-elles entretenues par les médias ? Claude Janvier. Nous vivons dans une triste époque où le chiffre est tout et la réflexion n'est rien. Les médias développent une politique propagandiste totalement anxiogène, destinée à plonger les gens dans un état de choc afin de mieux les manipuler et les contrôler. Rappelez-vous, au début de l'épidémie, il y a eu le chiffre des morts. Comme ce n'était pas suffisant et qu'il n'y avait pas une augmentation flagrante, il y a eu le chiffre des gens en réanimation. Puis il y a eu le chiffre des hospitalisations. Puis le chiffre des tests en masse et des épidémies de cas. Des gens pas malades, mais côtoyant le virus. Puis le chiffre des cas contacts. Puis le virus Covid-19 variant. Puis le variant anglais, so British. Puis le variant sud-africain, plus chaud. Puis le virus mutant, puis le virus mutant hypercontagieux, puis le virus mutant hypercontagieux hors de contrôle. Puis les gens atteints du Covid-19 long, arrêtez, la coupe est pleine. Mais nous pourrions être presque flattés de tant de précisions qui ont l'apparence de prendre soin de vous en vous informant. Malheureusement, cette propagande relève plus du lavage de cerveau que de conseils judicieux pour rester en forme. Jean-Louis Zambert. Les déclarations fantaisistes de dirigeants et hauts fonctionnaires responsables d'administration nous ont interpellés. Qu'il s'agisse de la question du port de masque, des tests peu fiables, des confinements, du couvre-feu, des vaccins ou de la dangerosité du virus, les dirigeants français se sont distingués par une gestion de crise catastrophique. Ce flot de déclarations confuses, souvent inexactes, et même parfois contradictoires, serait comique s'il ne s'agissait de la santé des Français. Les propos du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, relèvent plus de l'approximation d'une diseuse de bonne aventure que de l'argumentation rigoureuse d'un scientifique. De même, pour la circulation du virus, après 21 heures et jusqu'à 6 heures, le virus circule. Mais attention, dans les écoles, au travail, dans le métro, les trains et les avions, le virus ne circule pas. Dans les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres, les lieux de conférences et de débats, bref, tout ce qui rend joyeux, offre plaisir, loisirs, rencontres et enrichissement culturel, le virus circule. Un vrai bout en train, ce virus. C'est dire que question éclairage, selon saint Delfraissy, et au vu de quelques-unes de ses déclarations, la lumière a plutôt l'intensité de celle d'un lampion en fin de vie. Ainsi, par exemple, le 26 octobre 2020, le docte président dudit Conseil s'est fendu d'une déclaration étrange dans l'hebdomadaire Le Point. Extrait. Il a également évoqué une situation très difficile, voire critique, alors que la France a enregistré dimanche un record de nouveaux cas positifs enregistrés en 24 heures. Un nombre sous-évalué, a jugé le professeur de médecine. Fin de citation. Il y a probablement plus de 50 000 cas par jour. Le conseil scientifique estime que l'on est plutôt autour de 100 000 cas par jour, a-t-il indiqué avant de préciser.
Entre les cas diagnostiqués, les cas qui ne se font pas diagnostiquer, les cas asymptomatiques, on est autour de ce chiffre. On a un virus qui circule de façon extrêmement rapide. 100 000 cas par jour. Mais comment Delfrécy peut-il évaluer à 100 000 cas par jour le nombre de nouveaux cas positifs, incluant les cas non diagnostiqués et les cas asymptomatiques? Nous ne connaissons pas la méthode permettant de compter des gens non testés tout en supputant qu'ils sont contaminés. Plus fort qu'un marabout avec ses gris-gris. Il en va de même pour ces conseils de confinement et de reconfinements injustifiés à durée indéterminée, du port du masque dans la rue ou de l'instauration du couvre-feu dans certaines villes. L'opinion publique a été désinformée. Nous publions également des extraits de l'enquête réalisée par l'Institut national audiovisuel, l'INA, sur le traitement médiatique de la pandémie. La situation est devenue telle que les enquêteurs s'interrogent sur le fait de savoir s'il n'y a plus d'actualité en dehors du coronavirus à cause du confinement et de la mise à l'arrêt de la vie sociale, ou bien n'y a-t-il plus d'espace médiatique disponible pour en parler? Rivarol. Mais les principaux médias d'information politique et générale diffusent ces chiffres? Claude Janvier. Ces médias reçoivent régulièrement de la présidence, du gouvernement et surtout d'administrations centrales et régionales des communiqués graphiques qu'ils diffusent sans en vérifier l'exactitude. Ces informations viennent de sources d'informations institutionnelles qui sont considérées a priori comme fiables par nombre de journalistes. Malheureusement, comme nous le démontrons, ces informations sont fausses. Les journalistes travaillent souvent sous pression en raison de la masse d'informations qu'ils doivent traiter, et bien souvent le peu de moyens dont disposent certaines rédactions les prive de budget et de temps pour la vérification et l'enquête. Il faut savoir que le plan gouvernemental d'aide à la presse d'environ 400 millions d'euros d'ici 2022 profite d'abord aux milliardaires propriétaires de la plupart de ces médias. Or, malgré ce soutien de l'État, dans la quasi-totalité des rédactions, la tendance est à la suppression d'emplois, à l'augmentation des maladies professionnelles en raison du stress et à la précarisation de la profession. En ce qui nous concerne, nous faisons plus confiance à l'analyse de scientifiques et aux statisticiens de l'INSEE qu'aux affirmations généralistes de bureaucrates, de ministères et d'organisations plus soucieux de préséance avec le discours officiel que de travailler avec la réalité des faits. C'est l'une des différences entre le journalisme et la communication. Rivarol. Quand on regarde les faits bruts, la question est inévitable. Sommes-nous en face à un complot des élites ou pas? Qu'en pensez-vous après des mois d'enquête et d'observation? Claude Janvier. Les marionnettistes planétaires, financiers, patrons de presse, actionnaires et PDG de grands groupes se réunissent plusieurs fois par an au cours de dîners ultra confidentiels pour débattre de la situation planétaire afin d'améliorer leur stratégie mondialiste. Ils sont tous membres interactifs de quelques clubs très fermés et ultra sécurisés. Comment font-ils pour immobiliser toute une planète, pour obtenir un consensus international et pour bloquer l'économie mondiale? En utilisant des leviers comme par exemple Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Klaus Schwab, qui ont pour mission d'envoyer en continu des messages rassurants, bienveillants et toujours de bons conseils pour lutter par exemple contre le coronavirus, ou pour soutenir une campagne de vaccination massive, ou pour respecter des règles gouvernementales, fussent-elles aussi ineptes qu'un couvre-feu imposé à 18h. Développons un peu l'énigmatique Klaus Schwab, le fondateur de Davos. Il expose le plan dans son livre intitulé Covid-19, le grand reset ou la grande réinitialisation. Son livre est clair et sans ambiguïté. Page 217, je cite, « Les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes, les magasins et les lieux culturels, en particulier, seront obligés d'apporter des modifications coûteuses à leur façon de proposer leurs services. Ils devront en effet s'adapter à une nouvelle normalité post-pandémique qui exigera la mise en œuvre de changements drastiques impliquant l'introduction d'espaces supplémentaires, un nettoyage régulier des protections pour le personnel et une technologie limitant les interactions des clients avec les employés.
Fin de citation. En clair, si vous avez un restaurant, il vous sera impossible de travailler car vous ne pourrez pas limiter les interactions entre les gens. Les indépendants sont donc appelés à disparaître à court et moyen terme, au profit, bien évidemment, de quelques grands groupes industriels et agroalimentaires. Jean-Louis Zambert, d'ajouter: il n'y a pas de complot mondial des élites avec des manipulateurs qui agiraient dans l'ombre. Si vous cherchez des complotistes, il faut aller aux États-Unis, en Virginie, dans les couloirs du siège de la CIA, à Langley, et dans d'autres structures proches du pouvoir central de Washington. Vous avez là des gens qui sont de véritables complotistes et qui travaillent à préparer des coups d'État, des sanctions contre des États souverains qui refusent le diktat US, des opérations de subversion et autres mauvais coups contre les peuples pour permettre aux sociétés transnationales US de s'approprier leurs richesses. Les exemples ne manquent pas, puisque depuis leur fondation en juillet 1776, les États-Unis ont consacré 95% de leurs 245 années d'existence à faire la guerre au peuple pour piller leurs richesses ou tenter de leur imposer leur système. C'est, paraît-il, pour défendre ce qu'ils appellent le monde libre et la démocratie. Chacun peut en constater le résultat aujourd'hui dans les ruines fumantes des sales coups préparés avec des assassins financiers. Nous publions un extrait du témoignage de l'un d'entre eux qui montre bien les relations entre puissances économiques et financières et l'appareil d'État. Ce que nous vivons est l'impérialisme, le stade suprême du développement du capitalisme. À ce stade, les tenants du système n'ont plus d'autre moyen que la violence pour sauvegarder leur système et préserver leurs privilèges. Celle-ci se manifeste aussi bien dans le travail, par la surexploitation, par les privatisations qui dépouillent la nation de ses richesses, au profit d'intérêts privés égoïstes, par l'importation organisée d'une immigration choisie, sous-qualifiée, sous-culturée, sans papier et sans droit, que Marx stigmatisait comme l'armée de réserve du capital, pour diviser les travailleurs et briser nos conquêtes sociales et la guerre. Il n'y a donc pas de complot, mais une accélération de l'aggravation de la crise économique et financière du capitalisme. C'est une véritable guerre continue. Nous travaillons à un prochain ouvrage qui traitera de ces guerres de l'US Imperium contre la France. Propos recueillis par Monica Verjvock, extrait du Rivarol numéro 3465 du 31 mars 2021. Je vous invite également à acheter le livre donc, de Jean-Louis Zambert et Claude Janvier, intitulé Le virus et le président, aux éditions IS Éditions, 250 pages pour 20 €. Vous pouvez le commander sur le site is-édition.com. Chers amis de Rivarol, à bientôt pour une nouvelle capsule.